bienvenue dans Projetez-vous, abordant la gestion de projets sans complexe, cette série de podcasts dédiée au management de projet. Je suis Mirvet Mtimet, j'ai plus de 10 ans d'expérience en tant que chef de projet et PMO. Par ailleurs, je suis certifié Project Management Professionnel et je suis activement bénévole au sein du Project Management Institute France, l'organisme référence en matière de gestion de projet. J'aime transmettre mes connaissances et vous accompagner dans la gestion de vos projets. C'est pour cela que je coach et forme à la gestion de projet et à ses métiers. Je suis persuadée que bien connaître les rouages de la gestion de projet permet de réussir tout ce que vous entreprenez, que ce soit dans votre vie professionnelle ou personnelle. Une fois par semaine, nous aborderons ensemble dans ce podcast les différentes facettes et toutes les actualités du management. J'inviterai régulièrement des professionnels qui expliqueront leurs méthodes et leur expérience sur des thèmes choisis. La gestion de projet permet de structurer, coordonner, contrôler toutes les étapes de la conception à la livraison. Venez découvrir comment et repartez avec quelques astuces. Je vous invite à vous abonner et me suivre pour plus de contenu sur la gestion de projet. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Projetez-vous. Je suis votre hôte Mirvet et je suis ravie de vous présenter notre invité aujourd'hui. Il s'agit de Mitoun Rida. Mitoun accompagne depuis plus de 16 ans les cadres supérieurs à favoriser l'alignement stratégique et à améliorer la performance des projets et à former des futurs leaders. Il intervient auprès de ses clients dans les transformations organisationnelles comme la mise en place de l'agilité à l'échelle, c'était le sujet de notre précédent épisode, l'accompagnement au changement, le sujet de l'épisode d'avant, la création des cellules PMO et communautés. Il est également formateur interculturel et un conférencier international. Il est intervenu dans plusieurs écoles comme l'ENPC Paris Tech, l'Université Paris Dauphine. Donc moi, je t'ai rencontré, Mitoun, je te tutoie, il y a plusieurs années lors d'un processus de recrutement au niveau en tant que PMO et nous avions les mêmes idées sur la gestion de projet. Donc, c'était pour moi très important de t'inviter aujourd'hui. Merci d'avoir accepté cette interview. Est-ce que tu peux te présenter et dire quel a été ton parcours jusqu'à aujourd'hui, brièvement, les choix que tu as fait pour être aujourd'hui qui tu es? Merci Mirvet pour cette invitation et ravi de partager ce podium avec toi. Pour moi, en fait, on commence toujours en tant que novice, donc dans la gestion de projet. Et pour moi, c'était un peu ça. En fait, j'ai commencé ma carrière dans la contrôle de gestion, asset management, finance structurée. Donc c'est tout ce qui est financement des projets de construction pour les grandes infrastructures. C'était des projets de construction des autoroutes, des ponts, de l'infrastructure avec la taille, le minimum des projets qui étaient à peu près 500 millions d'investissements jusqu'à 3,5 milliards d'investissements. C'était tellement conséquent l'investissement que ce n'était pas supporté par une société. Donc, c'était toujours des regroupements de plusieurs sociétés pour partager les risques. Et donc, moi, j'ai découvert, donc j'ai commencé dans la contrôle de gestion, finance, et après, c'était finance, contrôle de gestion des projets. Donc, j'ai commencé à apprendre en fait les concepts de gestion de projet et j'ai continué avec mes rôles dans les années d'après. J'ai eu d'autres rôles dans le conseil en contrôle de gestion de projet. Donc c'était un peu un mélange entre contrôle de gestion, finance, reporting et le reporting sur les projets et dans une sorte de structure PMO. Donc j'ai appris un peu plus et là en fait à un moment donné en fait j'avais besoin de faire un choix. Est-ce que je reste dans la finance? J'ai rien contre la finance, j'ai beaucoup appris. Je pense que être structuré dans le reporting, c'est important. Mais au même temps, j'étais un peu plus intéressé par les histoires derrière les chiffres que les chiffres mêmes. Donc, je pense que voilà, mes collègues finance, ils sont très, très pointus sur la structuration, les détails, euh, euh, le reporting, que ça soit en fait le plus à jour possible. Pour moi, tout ça, c'est important. Mais après, en fait, je pense que chaque projet, c'est une aventure humaine. Tous les projets sont très différents. On n'a jamais les mêmes challenges sur les projets. Et même si on applique toutes les méthodologies, toute la connaissance du monde,
Il y a toujours quelque chose à faire dans les conditions, dans les critères, dans les contraintes qui n'existaient pas auparavant. Et pour moi, en fait, c'est ça, c'est le défi humain, c'est ce mélange de motivation des équipes, comment on arrive à aller en dehors de notre zone de confort, comment on respecte aussi les frameworks de gestion de projet, tout en même temps ne pas ralentir en fait à cause de trop d'administratifs, trop de Hmm. règles PMO. Donc en fait, pour moi, en fait, toutes ces discussions, tous ces échanges, c'est ça qui est plus intéressant, plus important. Et donc, par la suite, j'ai choisi d'être plus dans ce type de rôle. Donc, j'étais PMO programme, j'étais PMO pour les très grands projets, PMO stratégique, PMO portefeuille, donc consultant pour la mise en place des structures de gouvernance, de PMO, les méthodes et la partie maturité PPM. Donc vraiment, comment à un instant donné, en fait, quel est le niveau de maturité d'une société à gérer en fait leur process PMO. Donc voilà, en fait, c'était un peu par ce biais-là, en fait, j'ai fini par être positionné comme expert en PPM. Donc vraiment sur tous ces sujets liés à la gouvernance, création des cellules PMO, aide pour la partie montée en maturité en fait, des organisations sur les pratiques PPM. Et après, en fait, j'ai une autre casquette aujourd'hui, je suis dans une équipe spécialisée dans la transformation d'entreprise. Donc, j'accompagne en fait surtout les clients dans la mise en place des programmes, de la gouvernance, des structures pour mieux gérer le changement, la transformation au niveau entreprise. Ça peut être une transformation liée à une fusion-acquisition, changement réglementaire, changement interne, organique. Ça peut être un changement lié à l'environnement de l'entreprise, un changement réglementaire dans l'environnement, dans le métier. Donc, en fait, on peut avoir plusieurs D'accord. euh, infos qui peuvent demander en fait l'entreprise à changer. Donc moi j'ai cette casquette de transformation, donc transformation d'entreprise, consultant en accompagnement au changement. Et ma dernière casquette aujourd'hui, c'est coach agile. Donc, je suis coach des équipes, surtout aussi dans un contexte de transformation, changement, euh, transformation digitale ou transformation agile. Donc, les équipes qui ont déjà expérimenté avec l'agilité ou les équipes qui sont complètement novices, ils n'ont jamais expérimenté, mais ils ont envie de aller. Donc, voilà un peu ce chemin que j'ai dû prendre jusqu'à maintenant. Ben, merci beaucoup, c'était très intéressant. Il y avait beaucoup de choses et beaucoup de questions. Déjà, c'est vraiment rare de partir de la finance et j'ai oublié, du contrôle de gestion pour arriver en gestion de projet, mais ce qui veut dire qu'en fait, beaucoup de carrières, elles arrivent à la gestion de projet et c'est vraiment, toi, tu as voulu un petit peu laisser les chiffres, même si en PPM, en PMO, il y a beaucoup les chiffres, beaucoup d'analyse des données, de leçons apprises. Donc ça, c'était très intéressant de voir ce parcours-là. Et puis pour nos auditeurs qui voudraient se dire, oui, mais moi, je suis pas expert technique, je suis pas dans ça, je fais pas des projets. Ben, en fait, vous faites des projets, quel que soit votre domaine, que ce soit la finance, les ressources humaines ou ben, le développement les constructions ferroviaires, par exemple. Donc ça, c'était pas mal. Ensuite, ben, tu nous as parlé de plusieurs de tes casquettes, mais je pense qu'elles sont complémentaires pour te rendre complet parce que la gestion de projet, justement, elle englobe beaucoup ben, à l'agilité, puisque c'est une des grosses parts de la gestion de projet, mais aussi l'accompagnement du changement. Je pense que c'est bien de le compléter par la gestion de projet, même si ce sont des domaines différents. Et ça, j'en parle dans mon épisode 6 de la saison 2 que ben, l'accompagnement conduite du changement, quand on est chef de projet, quand on est PMO, c'est quelque chose qu'on doit aussi implémenter, et surtout si on veut mettre en place des grandes lignes, des grandes théories, des grandes méthodologies, ben, si on n'accompagne pas le changement, la transformation ne se fera pas. Donc, merci pour tout ceci. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter à ce que je viens de dire ou... Oui, en fait, j'ai discuté, en fait, j'ai un ami de ma promo, de mon école d'ingénieur, donc on ne s'est pas vu depuis un moment, et lui, il a bientôt, en fait, un entretien dans la gestion de projet, mais pour l'industrie de production mécanique. Parce qu'en fait, je suis à la base ingénieur mécanique, en fait, spécialisé sur la production mécanique. Et donc, il disait que oui, je voulais un peu ton conseil sur qu'est-ce qui est dans le
périmètre de chef de projet. Moi, j'ai jamais géré des projets, j'ai jamais été chef de projet. Mais en fait, ma réponse, c'était ça. C'est que il a peut-être jamais eu la casquette ou le rôle chef de projet, mais il a toujours géré. Il a trois enfants. Déjà, ça, c'est des projets, hein. Donc, je pense que déjà, il a dû appliquer les principes de gestion de projet dans la vie perso, dans la gestion de produits, parce qu'il a été dans le R&D. Donc, dès qu'on est dans le R&D, en fait, ce sont aussi la gestion de projet, c'est juste le cycle est un peu différent. Par exemple, j'ai beaucoup travaillé dans l'industrie pharmaceutique. Là, en fait, j'étais sur un portefeuille de R&D des vaccins. Donc ça, c'est vraiment très différent, les dimensions au niveau timing. En fait, là, la durée de projet, c'est plus de 10 ans parce que, en fait, il y a la partie recherche, il faut créer le molécule. Une fois c'est créé, en fait, il faut voir si c'est possible de le fabriquer de manière commercialement, en fait, si ça passe avec les besoins réglementaires de chaque pays. Donc, en fait, il y a chaque phase de validation réglementaire, commercialisation dure très longtemps. Et donc, on n'est pas du tout dans l'échelle de 2-3 ans que la plupart de nos amis des autres secteurs d'activité qui sont concernés. Donc, on peut avoir en fait les échelles plus larges, mais ça reste quand même gestion de projet. Et on peut appliquer en fait tous ces principes même dans la vie perso et dans chaque chose qu'on fait. En fait, je pense que chaque petite action, événement, organisation d'une fête, une soirée, tout ça, ça c'est un projet. Bah, je suis tout à fait d'accord avec toi et j'en parlais aussi avec un de mes futurs invités aussi qui bah, la gestion de projet c'est ce que j'essaie de véhiculer. On en fait dans les voyages, on en fait tous les jours. Ça devrait même être j'ai même un article qui dit que ça devrait être enseigné dès le plus jeune âge. Merci beaucoup Mithun pour confirmer tout cela. En tout cas moi ce que j'ai vu c'est que bah, la gestion de projet s'applique partout. Moi aussi je suis chimiste donc tu m'as bien parlé pour les molécules et tout ceci donc ça va bien. En tant que consultant en transformation, donc si on revient à la transformation, à l'accompagnement, tu aides les cadres supérieurs à aligner stratégiquement leur entreprise. Peux-tu donner un ou deux conseils clés très rapidement, s'il te plaît? Je pense que le conseil, en fait, c'est vraiment souvent les stratégies sont définies par un groupe de personnes. Ça reste en fait vraiment très high level au niveau entreprise. On peut déjà, peut-être tu as déjà entendu dire que ces personnes, ils restent dans leur tour d'ivoire. Et voilà, en fait, on dit ça souvent, c'est que cette communication ne descend jamais de manière assez détaillée en fait aux équipes. Donc en fait, les équipes ont une vision au niveau de stratégie de l'entreprise. Moi, je pose cette question souvent aux personnes. En fait, selon toi, pour ton rôle, en fait, ça c'est une question. J'ai chaque fois les réponses très différentes. Quels sont les trois chantiers les plus stratégiques dans l'entreprise actuellement en cours? J'ai jamais eu la même réponse de deux personnes. Et ce qui veut dire, c'est que il y a jamais, presque jamais, en fait, il y a un niveau d'alignement au niveau des équipes. Donc, je pense qu'il y a un rôle de middle management, en fait, on dit souvent, en fait, le nouveau modèle de leadership comme leader servant leader, hein, en fait, donc les managers qui sont plus les facilitateurs, en fait, dans un environnement qui est en train de se changer en permanence. Donc, en fait, pour moi, en fait, il y a une besoin de traduction, en fait, de ces stratégies vers les objectifs de chaque projet. Et quand on a un programme ou un portefeuille de projet, il faut que toutes les stratégies au niveau entreprise sont déclinées vers le projet. Il faut que le projet rentre dans ces stratégies. Si ça ne rentre pas, en fait, on est en train de aller plus loin dans une autre direction et en fait, ça va pas forcément converger vers la stratégie de l'entreprise. C'est l'alignement, communication, traduction parce qu'en fait, on voit en fait la stratégie de différentes manières. En fait, c'est qui sont les besoins pour le top management, c'est pas les mêmes besoins pour le middle management, c'est pas le même besoin pour les équipes, les chefs d'équipe. Il faut voir comment on peut mesurer ça. Donc, en fait, il y a toutes ces stratégies et derrière, il faut avoir les mesures. En fait, comment on peut mesurer que est-ce qu'on est dans les clous, est-ce on a suffisamment
Est-ce qu'on a suffisamment progressé en fait selon cette stratégie? Donc, il y a définition de stratégie, communication, traduction, assurer que tout le monde est bien au même niveau de l'information, cohésion ensuite, et après, c'est la mesure. Donc, si on peut faire ça, je pense que c'est une façon de faire en sorte que en fait, la stratégie, elle est appliquée partout. Merci, merci pour cette influence. Je voulais encore te poser deux petites questions avant de nous quitter. Donc, tu as enseigné dans plusieurs grandes écoles de commerce européennes à l'international. Tu as vu beaucoup d'entreprises et beaucoup de cultures d'entreprises différentes. Pour toi, quels sont les défis courants de la gestion de projet ou des concepts que tu conseillerais à à des étudiants ou à des jeunes expérimentés qui viennent d'entrer dans le marché du travail? Je pense que au niveau international, en fait, souvent, quand on parle des challenges internationaux, en fait, les gens ont une tendance à penser plus au pays. Donc voilà, la culture allemande versus culture française, la culture belge versus culture néerlandaise. Et on va en fait plus vers les stéréotypes assez facilement. Et en fait, ça n'aide pas forcément les équipes en fait à vraiment aller au-delà de leurs différences. Et si on va, en fait, si je te pose une question, en fait, à une personne, OK, tiens, tu es belge, est-ce que tu es comme tous les autres Belges? En fait, et en fait, souvent, en fait, j'ai jamais cette réponse que oui, en fait, je suis comme le Belge moyen. En fait, et chaque personne est différente, très spécifique. Et en fait, si on va vraiment aller en détail de qu'est-ce qui influence en fait la culture d'une personne, il y a plusieurs choses. Il y a le niveau de expérience, le nombre d'années de passé dans le domaine. Dans quel domaine il travaille? En fait, quelqu'un qui vient d'un domaine finance, la culture d'entreprise, c'est très différent par rapport à quelqu'un qui vient d'un startup qui est en medtech. Donc, il faut voir que le domaine d'activité, il y a une influence, la ville ou le pays où cette personne a grandi, où il vit, il ou elle vit, ça a un impact. La, les, les, euh, la culture d'entreprise, par exemple, en fait, il y a certaines entreprises qui ont une culture très, très forte, aussi forte que la culture d'un pays. Donc, j'ai vu en fait des personnes, par exemple, avec quelques sociétés comme Coca-Cola, en fait, c'est vraiment, ils sont presque comme une culture d'un pays. Ils sont assez forts. Donc, les personnes qui sont dans ces entreprises, ils sont, on peut voir les mêmes types de comportements quand on interagit avec quelqu'un de cette entreprise aux États-Unis ou en Finlande. C'est un peu, on peut prendre l'exemple de McDonald's aussi, en fait. Donc, c'est très international, mais en même temps, ils s'adaptent. Ils ont toujours adapté leur portefeuille de produits qu'ils donnent. Par exemple, si tu vas en Pays-Bas. Donc, il y a un des plats en fait très typiques, atypiques de Pays-Bas, c'est des croquettes. En fait, ils écrivent ça, c'est un croquetier. Donc, et quand tu vas chez McDonald's, uniquement tu vas le trouver en Pays-Bas, dans les McDo, c'est McCroquette. Et donc voilà, une fois, en fait, j'étais avec un groupe d'amis belges. On a pris en voiture, on a commencé de Anvers et on allait vers Düsseldorf. Et voilà, en fait, on a dû faire un tour là-bas de Pays-Bas, rien que pour déguster en fait ces mecs croquettes. Ok. Donc, il faut voir comment en fait on adapte avec les autres cultures, hein, quels sont les comportements on peut voir, comment on gère les conflits au-delà des cultures, des différences. Euh, il faut aussi, un vrai challenge, c'est avoir l'empathie, parce qu'on est vraiment dans les sociétés où on a une pression, on doit contribuer, on doit livrer tout le temps. Donc, en fait, il manque en fait cette empathie entre les gens. Donc, en fait, est-ce qu'on est connecté? Est-ce qu'on est un groupe? Est-ce qu'on est vraiment une équipe? Est-ce qu'on est soudé? Et là, en fait, je pense que
il y a, il y a besoin de voir en fait tout ce qui est universel, tout ce qui nous connecte, tout ce qui est ensemble commun entre nous. En fait, on voit plus, on est beaucoup plus focalisé sur les différences, mais en fait, malgré nos différences, on a quand même beaucoup de choses communes. Donc, comment est-ce qu'on peut focaliser sur ces points? Donc, je pense que voilà, le discours peut être très long, en fait, cette Ouais. question. Donc, je peux parler pendant les heures, si tu veux. Merci beaucoup, pas de souci. En tout cas, oui, moi aussi, j'avais vu au McDo, par exemple, d'Italie, les grésini qui étaient accompagnés. Donc, c'est vraiment quelque chose de culturel. Et je sais que toi, Mitoun, ça te tient à cœur ce sujet-là. Et on peut te trouver, je mettrai dans les liens de l'épisode sur plusieurs webinaires où tu as vraiment parlé de cette intelligence culturelle et où on doit partager, où on doit avoir un sens commun. Et aussi être empathique, comme tu dis, ne pas avoir des stéréotypes. Donc pour moi, je pense que dans le monde de demain, pour nos futurs chefs de projet, c'est vraiment quelque chose qu'ils doivent mettre en avant. Et ça rejoint aussi au rôle facilitateur, comme tu dis, du middle management, mais c'est déjà dès le chef de projet. Donc ce sont toutes les qualités qui sont en ce moment même en train d'être revues par le PMI, qui, quand il a changé sa version 7 du PMBOK, il s'est vraiment attaché à ses soft skills, ses qualités humaines. Donc, pour moi, ce sera facile d'avoir des certifications en gestion de projet, mais ne pas oublier les soft skills qui seront au cœur du métier de chef de projet. Donc, merci beaucoup pour ça. Je sais aussi, donc, on a pu étudier tes différentes casquettes, que ce soit la transformation, que ce soit tout ce qui est culturel, et vu que tu as vécu dans plusieurs pays, que tu as accompagné plusieurs grandes entreprises, voilà. Et je sais aussi qu'il y a quelque chose qui te tient à cœur, c'est l'environnement, le développement durable. Est-ce que tu pourrais en dire deux petits mots avant de se quitter? Oui, en fait, je pense que c'est venu avec les années, hein. En fait, mon hobby, c'était toujours faire les randonnées, être dans la nature, aller dans les montagnes, donc dans les Alpes, dans les Himalayas. Et en fait, pendant des années, en fait, j'ai vu les mêmes endroits que, en fait, il y a il y a beaucoup de paysages qui sont un peu détruits progressivement. Je vois en fait les glaciers qui sont devenus beaucoup plus petits. Donc en fait, il y a de plus en plus, j'avais lu en fait sur le changement climatique, mais en fait, juste lire, entendre, dire que oui, ok, ça se passe, mais pourquoi c'est moi qui dois faire quelque chose? En fait, souvent on pose cette question, pourquoi c'est moi et tout le monde, personne change les habitudes, pourquoi je dois changer mes habitudes? Je pense que c'est comme ça, mais tout changement commence par quelques personnes. Et je suis persuadé que c'est comme ça. En fait, au départ, c'est ça. En fait, il faut que on soit conscient qu'on a une seule planète. En fait, il n'y a pas de planète B, hein. Il n'y a pas comme le plan B. Il n'y a pas de planète B, hein. Donc, si on détruit, en fait, je pense qu'on n'aura personne. Qu'est-ce que nos petits-enfants, en fait, ils vont dire, vous avez su ça, qu'est-ce que vous avez fait, en fait? Est-ce que vous étiez conscient, mais pourquoi vous n'avez pas fait quelque chose? Et donc, on n'a pas de réponse là-dessus. Et c'est pour ça, moi, j'ai changé beaucoup de mes habitudes. Je consomme moins, j'achète moins de choses, je voyage beaucoup moins. Donc, j'ai presque réduit plus de 60% de mes voyages. Je prends une fois le vol par an. Donc, comme ça, je prends que les trains normalement. Euh, je suis devenu vegan. Donc, c'est aussi pour réduire l'empreinte carbone. Donc, tous ces petits chantiers que j'ai pris pour vraiment pour contribuer. Je pense que c'est une question sociétale. Et quand on gère un projet, il faut comprendre que la Terre, ça fait partie des parties prenantes. Si on fait la gestion des parties prenantes, hein, stakeholder management, il ne faut pas oublier que la Terre, c'est aussi un stakeholder. Si on ne prend pas en compte de ce stakeholder, on va payer beaucoup plus cher plus tard. Donc voilà ce petit mot sur ce point. Eh ben, t'aurais pas pu mieux dire sur l'environnement parce que je tenais vraiment à ce que tu t'exprimes sur cela. Je sais que c'est une partie forte de ton identité et je pense que tout le monde doit avoir cette conscience
écologique. Et ça revient aussi à la gestion de projet. Moi, j'aurais même dit, ben, là maintenant, tous nos projets, toutes nos sociétés vont devoir se transformer, vont devoir être plus éco-responsables. Il va y avoir de plus en plus de projets à impact. Donc, c'est aussi une voie pour les chefs de projet pour pouvoir impacter et, comme tu dis, prendre vraiment en compte cette partie prenante qu'est la Terre qu'on a trop longtemps oubliée. Et c'est vraiment, j'ai beaucoup de chefs de projet qui disent oui, mais moi je suis que chef de projet, j'exécute, mon business case, il est déjà validé par le top management, donc maintenant je viens beaucoup plus tard. Et en fait, c'est là où en fait je dirais que non, en tant que chef de projet, en fait, vous avez tous beaucoup de pouvoir parce qu'en fait, derrière, vous pouvez voir avec qui vous faites votre projet, en fait, qui sont les vraies parties prenantes, en fait, les fournisseurs, est-ce que dans toute la chaîne de valeur qui est où en fait le produit est impacté, est-ce que la cause de développement durable, il est défendu? Est-ce qu'on est en train de faire les choix uniquement pour juste la question de prix? Et pas au niveau de développement durable. Donc, en fait, je pense que ce sont des questions à poser et je pense que si on pose les bonnes questions à chaque niveau, on communique bien avec tout le monde, on a un engagement commun on prend en fait une action au niveau équipe, au niveau société. Je pense qu'en fait, si toutes les sociétés vont faire les projets uniquement, où, en fait, faire du profit, c'est bien. Et c'est important de faire les bénéfices, avoir des bons chiffres à communiquer. Mais derrière, OK, est-ce qu'on on peut continuer à rester dans un monde sain? C'est ça aussi qui est aussi important pour la société parce que c'est quand même, c'est pas une aventure individuelle, c'est une aventure de groupe. Et donc je pense que ce qui est juste la question ou un peu de volonté ou des idées de juste quelques personnes, je pense que ça doit devenir un peu mainstream maintenant. Donc tout le monde doit de plus en plus réfléchir à ces questions. Et on voit ça en fait déjà. En fait, donc il y a beaucoup de sociétés, par exemple, quand ils sélectionnent les fournisseurs, ils ont en fait aussi besoin de voir en fait quels sont les fournisseurs qui sont aussi euh, au niveau de développement durable, au niveau de Green IT. Donc, il y a certains critères qui sont appliqués. Donc, je pense que c'est bien. On pose quelques questions, mais je pense qu'il y a un vrai chemin à faire. Et je pense que c'est pour tous les jeunes chefs de projet qui sont dans cette communauté. Je pense que voilà, vous avez énormément de choses, pas mal de matériel en fait qui est publié, hein. Par exemple, il y a eu le CEC qui est la communauté, un comité des entreprises en fait sur le sustainability. Donc il y a un CEC qui est en cours. Il y a beaucoup d'éléments. Je peux partager les liens sur lesquels vous pouvez voir en fait. Et la semaine dernière, il y a eu aussi la conférence de PMI UK sur le sustainability. Donc, il y a aussi, vous avez les enregistrements sur leur chaîne YouTube. Donc, vous pouvez voir aussi, il y a énormément de matière qui a été publiée, qui est gratuit, qu'on peut appliquer en fait dans les projets. Ben, merci Mitoun d'avoir vraiment partagé tout ça. C'était vraiment très précieux, des précieux conseils pour des futurs gestionnaires de projet, mais même pour des chefs de projet, des dirigeants, des managers, de vraiment avoir toutes ces palettes-là, comme on a dit, de l'interculturalité, la transformation, l'accompagnement du changement, et puis pour terminer, ben, le développement durable et l'environnement. Ça fait un réel plaisir. Je ne manquerai pas de mettre dans les détails de l'épisode, tous les liens que tu m'as donnés, que tu as donnés à nos auditeurs, qui sont vraiment de la valeur. Et aussi, bah, si ils veulent te retrouver, les liens pour te contacter ou pour voir tes dernières interventions ou tes prochaines interventions. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Et merci pour l'invitation encore. Et vraiment, j'ajouterais que il faut toujours profiter de chaque aventure projet, hein. Donc, pour tout, ça il faut profiter. On apprend toujours et chaque projet est différent. Donc, il faut profiter de cette diversité des projets aussi qu'on a dans la communauté.
Merci beaucoup, Mitoun. Merci à vous tous d'avoir écouté cet épisode de Projetez-vous. Si vous avez apprécié cette conversation avec Mitoun, n'hésitez pas donc à aller voir les liens qui seront en détail de l'épisode. N'oubliez pas de vous abonner et de partager ce podcast avec vos collègues et amis. Restez inspirés et à bientôt pour un nouvel épisode. La gestion de projet est un domaine passionnant et stimulant. Et j'espère que le podcast Projetez-vous vous apportera des connaissances précieuses et des conseils pratiques pour améliorer vos compétences en gestion de projet. Que vous soyez un chef de projet expérimenté ou que vous débutiez dans ce domaine, vous trouverez ici des informations pertinentes et des exemples concrets pour vous guider avec le succès de vos projets. Je vous remercie de vous joindre à moi dans cette aventure passionnante et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de Projetez-vous abordant la gestion de projets sans complexe. Vous trouverez dans les notes de cet épisode quelques liens intéressants, notamment si vous voulez aller plus loin. N'hésitez pas à me contacter, vous trouverez toutes mes informations sur ce podcast ou sur mon site internet mirvet-timet.com. Je suis également présente sur les réseaux sociaux et j'aime bien échanger sur les sujets liés à la gestion de projet.